Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à Kickstarter 101, chaîne dans laquelle je vous présente différents jeux qui ont été financés par la plateforme Kickstarter. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente est un des jeux les plus populaires qui a été financé sur Kickstarter et je parle de Zombicide, cette énorme boîte. Zombicide est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont travailler ensemble dans le but de freiner les élans d'un méchant nécromancien qui a levé une armée de zombies. C'est un jeu de plateau et de figurines dans lequel on lance beaucoup de dés, il y a beaucoup de figurines, le matériel est de haute qualité. C'est un jeu qui joue de 1 à 6 joueurs, qui est censé durer environ 1 à 2 heures, mais ça je vais en reparler un petit peu plus tard. C'est un jeu qui a été fait par les compagnies Cool Mini Not et Guillotine Games. C'est un jeu designé par Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoul. Et c'est un jeu extrêmement intéressant, qui est très populaire. Et je précise tout de suite que il y a déjà une extension qui est sortie pour ce jeu-là qui s'appelle Wolfsburg, qui ajoute du matériel additionnel au jeu, évidemment, comme toutes les extensions. Par contre, aujourd'hui, je ne traite que du jeu de base. Je vais vous montrer un petit peu comment placer le jeu, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes composantes. Et ensuite, je vous montre comment jouer. Et je finis en vous disant ce que j'en pense. Donc, premièrement, pour la mise en place, vous allez commencer par vous choisir une aventure. Vous allez voir que dans le jeu, il y en a beaucoup qui sont offertes. À l'intérieur du manuel, on a beaucoup d'aventures différentes. Je suggère de commencer évidemment par la première. Sur cette même page-là de votre choix d'aventure, vous avez ici les différents jetons, pièces qui sont nécessaires pour placer ça. Et on a ici l'installation du jeu en tant que tel. Fait qu'on fait tout simplement suivre le manuel. On a différentes salles à placer, on a des pions objectifs, des pions portes, on a un paquet de choses à placer. On fait juste suivre le manuel. Parfois, il y a un certain endroit où on va dire s'il y a des règles spéciales de placement. On s'assure de les suivre. Et ensuite, on place tout ça sur le plateau qui devrait normalement ressembler à ceci. Je vous présente donc juste rapidement ce que vous avez devant vous. Il y a évidemment le plateau sur lequel on va déplacer nos figurines. Il y a un endroit qui nous est indiqué où on va placer nos héros de base. Il n'y a jamais aucun zombie, aucun adversaire sur le plateau pour commencer le jeu. Les pions qui sont comme ça ici sont des pions objectifs. Dans le scénario qu'on va avoir choisi, on va avoir un objectif de victoire qui nous est précisé. Et généralement, l'une des étapes qu'il faut faire pour atteindre la victoire, c'est de ramasser certains de ces pions. La plupart sont recto-verso et des deux couleurs, mais des fois, dans les règles spéciales, il y en a certains qui ont une couleur différente et c'est souvent ceux-là qu'il faut trouver pour gagner la partie. Les autres jetons qu'on a ici, on a des jetons porte, d'un côté qui indique que la porte est fermée, de l'autre côté qui indique qu'une porte est ouverte et qu'on peut maintenant rentrer dans cette pièce. On a d'autres jetons ici qui sont d'autres types de portes qui mènent à des salles particulières. Ceux-là aussi ont un côté qui est différent d'un côté de l'autre pour montrer si la porte est ouverte et fermée. Et ces jetons-là, le jaune et le mauve qui sont ici, les deux autres qui sont un petit peu plus loin, sont connectés dans le fond aux pièces qui sont ici, qui sont des voûtes souterraines, qui sont sous la ville, qui sont fortifiées. On va également avoir des jetons bruit qu'on va placer près du plateau, les autres jetons qu'on va peut-être utiliser en cours de jeu, certaines zones de création de zombies, d'apparition de zombies. On a des paquets de cartes jaunes qui sont la mécanique qui va faire avancer le mal à l'intérieur du jeu. Et on a les cartes rouges qui sont les objets, les pouvoirs, les sorts, les différents atouts, avantages que les héros peuvent trouver en cours de partie. Donc pour le placement, on ouvre le manuel, on suit les instructions. C'est aussi simple que ça. Et voici. C'est probablement la composante la plus intéressante du jeu. C'est l'espèce de petite plaquette plastique qui vient avec le jeu, qui nous aide à suivre l'évolution de notre personnage. Donc on prend une plaquette de notre choix, on choisit une couleur de pion comme ça. La couleur doit évidemment être associée à une base qui vient avec le jeu, qu'on va associer à la figurine de notre choix. Une fois qu'on a placé notre base, on a choisi nos pions, on choisit notre héros qui va avec ça. Le héros va aller en plein centre de cette petite plaquette ici. Comment fonctionne cette plaquette? C'est la plaquette de rangement. Premièrement, dans le bas, on a une ligne d'expérience qui va progresser au fur et à mesure qu'on va tuer des zombies. À chaque fois qu'on change de couleur, on voit ici qu'on a du bleu, du jaune, du orange et à la toute fin, on a du rouge. À chaque fois qu'on change de couleur, notre héros va débloquer de nouveaux pouvoirs. Au début, on commence, comme on est déjà dans le bleu, on commence avec le pouvoir qui est bleu, qui est un pouvoir individuel pour chaque héros. Je ne passerai pas tous les pouvoirs que les héros ont. Dès qu'on passe dans le jaune, on va prendre un des petits jetons qui est dans le haut de notre plaquette et on va le mettre sur vis-à-vis le pouvoir qui est jaune. On débloque ce pouvoir-là qui est le même pour tous les joueurs, tous les personnages. C'est une action supplémentaire par tour. Dès qu'on arrive dans l'orange, même principe, mais cette fois-ci, on a un choix entre deux pouvoirs.
On prend un pion, on choisit lequel des deux pouvoirs et on va répéter la même chose en choisissant l'une des trois actions des trois pouvoirs rouges. On va arriver dans le rouge. Ça, c'est pour l'expérience d'évolution du personnage. Vous voyez que vous avez également aussi différents espaces. Et je vais vous rapprocher ça pour vous montrer qu'il y a des petits symboles à l'intérieur de ces espaces-là. Ici, on a un point, un sac à dos, et derrière la carte, on a une espèce de petite robe ou d'armure qui est représentée derrière la carte. Ces symboles-là font référence aux différents objets qu'on peut trouver en cours de jeu. Donc, si je prends ici par exemple cette hache qu'on va voir dans un instant, on voit en haut à droite qu'il y a un symbole de point rouge. Ça nous indique que si je veux pouvoir me servir de cette hache, je dois l'avoir installée dans un endroit où il y a le symbole de point. Si je prends par exemple cette pièce d'armure, on va voir complètement en haut à droite éventuellement le symbole qui se trouve derrière la carte de mon personnage. Et donc si je veux pouvoir m'en servir, il doit être équipé là. Et même chose pour le symbole de sac à dos. Pour pouvoir me servir de cet objet-là, je dois avoir cet objet présent à l'intérieur de mon sac à dos, comme suit. Donc au fur et à mesure que le jeu va avancer, on va ramasser équipement, différents objets, différents sorts qu'on va pouvoir placer à l'intérieur de notre sac à dos. Et la plaquette est faite de façon à pouvoir très rapidement aller chercher les différentes cartes qu'on va avoir dans notre sac à dos. Voici pour la plaquette. Dernière information qui reste, on a un marqueur ici qui représente nos points de vie. Chaque fois que notre personnage est blessé, on va identifier le nombre de blessures. Si jamais on se rend à 3 blessures, notre personnage meurt et est sorti du jeu. Maintenant, comment se joue le jeu Zombicide exactement? Zombicide est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur qui va avoir en sa possession ce pion. Une particularité du jeu Zombicide, vous voyez qu'il y a 6 héros sur le plateau ici. Les 6 héros sont toujours présents dans une partie de Zombicide. Donc si on joue à moins de 6 joueurs, on va se les séparer entre nous. Si on joue à 3 joueurs, on va en contrôler 2 chaque, etc. Donc les joueurs travaillent ensemble pour atteindre l'objectif qui est fixé par le scénario qu'on va avoir choisi dans le livret d'instruction. Ils prennent leur tour, chacun leur tour, évidemment, et chaque joueur va jouer, et ensuite le mal va se propager. Les zombies vont bouger, il va y avoir de nouveaux zombies qui vont apparaître. Le pion premier joueur passe au joueur de droite, et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à temps que tous les joueurs soient morts, ou jusqu'à temps que l'objectif soit accompli. Dans notre tour de jeu, on va commencer par le tour de jeu des joueurs. Dans notre tour de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? On a différents choix d'action, et il y a un très bon résumé de la phase de jeu à l'arrière du livret d'instruction. Donc on peut se référer à ça si jamais on oublie quelque chose. Première action possible, la plus simple du jeu, évidemment, se déplacer. Dans un tour de jeu, à la base, chaque personnage a 3 actions. Pour un coup d'action, un point d'action, on peut se déplacer d'une zone à l'autre. Et si jamais une porte est ouverte, on peut se déplacer à l'intérieur du bâtiment en suivant les délimitations ou les portes qui sont ouvertes ici. Donc, une action, on se déplace d'une zone à l'autre. Je précise qu'il y a une petite règle particulière pour les déplacements. On peut toujours se déplacer vers une zone où il y a des alliés ou en sortant d'une zone où il y a des alliés sans aucun problème. Par contre, si on est dans une zone avec des zombies, qui sont représentés par de très belles sculptures, si on est dans une zone avec des zombies, il faut payer un point d'action supplémentaire pour chaque zombie qui est présent dans notre zone. Donc mon héros qui est ici, s'il veut se déplacer dans la zone qui est juste adjacente ici, il doit payer une action pour son déplacement, plus une deuxième action parce qu'il y a un zombie qui est présent dans sa zone, pour avoir le droit de se déplacer. S'il y en avait 2, on parlerait d'un total évidemment de 3 actions. Si on avait un troisième zombie, il serait pour l'instant impossible pour ce personnage-là de se déplacer tant qu'il n'a pas eu l'aide de ses alliés ou qu'il n'a pas réussi lui-même à tuer certains des zombies qui sont sur sa zone. Voici pour le déplacement. Deuxième action possible, chercher. Pour chercher, on doit être à l'intérieur d'un bâtiment et la pièce doit être vide de tout zombie. Donc, dès qu'on a un zombie dans la même pièce que nous autres, on ne peut pas chercher cette pièce-là tant qu'on ne s'est pas débarrassé du zombie qui est présent ici. Quand on cherche, très simple, on va aller dans ce paquet de cartes-là ici qui est rouge, on va révéler la première carte et on va gagner cette carte-là. J'irai plus tard pour l'anatomie exactement de la carte, mais je vais préciser qu'il y a
différents types de cartes là-dedans. Il va y avoir des armes qui sont généralement indiquées par un petit icône comme ça ici, puis de toute façon qu'on identifie très facilement avec le dessin. Il peut y avoir des sortilèges, des armures, des boucliers, des arcs, des arbalètes, des différents items qui vont avoir un effet particulier qui va être écrit sur la carte, comme ce carquois de flèches ici ou les pommes. Mais il y a une carte particulière sur laquelle je vais insister, qui est toujours un danger quand on fouille dans un univers de zombies, qui est cette carte-ci avec une main toute ensanglantée. Si on fouille et on a la malchance de tomber sur cette carte-là, il faut immédiatement faire apparaître un zombie sur notre zone, puis là on est pris avec ce zombie-là. Je précise également que l'action de fouille ne peut pas être prise plus qu'une fois par tour par joueur. Les 5 héros, les 6 héros peuvent fouiller tous dans la même pièce sans aucun problème, mais il n'y a aucun héros qui peut fouiller 2 fois dans le même tour, à moins qu'il débloque des capacités, des pouvoirs particuliers. Troisième action qu'on peut faire, c'est le combat. Mais ça, je vais y revenir plus en détail plus tard. Il y a plusieurs règles qui entourent le combat, fait que je vais y revenir plus tard. Mais évidemment, on peut combattre les zombies qui sont sur notre case. Quatrième action, on peut faire une action de réorganisation et ou d'échange si un personnage qui est sur la même tuile, dans la même pièce plutôt que nous. Donc, si mon héros ici, au fil des aventures qu'il a vécues, avait accumulé différentes pièces d'équipement, il pourrait, pour une action, réorganiser son équipement. À quoi ça sert? Si jamais il n'est pas équipé dans ses mains avec les armes qu'il veut pour affronter les zombies qui sont autour de lui, il a besoin d'un arc ou d'une arbalète, mais il ne l'a pas dans ses mains. Pour une action, il peut aller fouiller dans son sac à dos, équiper l'objet dont il a besoin, puis ensuite s'en servir. S'il est sur la même case qu'un autre joueur, en plus de sa réorganisation, il peut échanger des cartes avec l'autre joueur autant qu'il veut. Il peut en avoir juste un des deux qui donne des cartes à l'autre sans rien en retour, sans aucun problème. Ça reste un jeu 100% coopératif. Il y a également l'action d'enchantement. C'est un jeu dans lequel il va y avoir des sortilèges qui ont malheureusement, à mon sens, exactement tout le même dessin, peu importe le sortilège qu'on trouve. Donc c'est un jeu dans lequel on va trouver des sortilèges. Fait que pour une action, on peut utiliser le sort. Il y a des sorts qui sont d'attaque, il y a des sorts qui sont utilitaires, qui nous permettent de se téléporter, de se déplacer plus rapidement, d'éliminer des monstres, etc. Pour une action, on peut les utiliser. Pour une action, on peut fouiller les objectifs qui sont sur le plateau. Pas la pièce elle-même, mais prendre les pions objectifs. Si c'est une partie dans laquelle il y a des objectifs qui sont de couleur qu'on doit trouver, c'est à ce moment-là qu'on les revire pour voir si on a trouvé le bon objectif ou non. Dans ce cas-ci, ça serait une recherche infructueuse. Mais on a quand même toujours un bonus de 5 points d'expérience quand on ramasse l'un des pions d'objectifs qui est sur le plateau, que ce soit le bon ou non. On peut prendre une action pour tout simplement faire du bruit. On a des jetons qui sont comme ça ici, qui représentent le bruit qu'on fait au fur et à mesure que le jeu avance. Et l'une des actions qu'on peut faire, c'est tout simplement de faire du bruit. Ça ne semble pas très utile, je suis d'accord avec vous. Par contre, dans certaines situations, les zombies sont attirés par le bruit, c'est connu. Ça peut être assez pratique de tout simplement faire ça si on veut détourner les ennemis vers nos alliés pour les amener plutôt sur nous. Finalement, la dernière action, l'une des actions qu'on va faire le plus souvent en début de partie, est ouvrir des portes. Au début de la partie, toutes les portes, tous les jetons qui sont comme ça ici, commencent de ce côté-ci pour indiquer qu'ils sont fermés. Si on a dans notre équipement une carte qui a ce symbole-ci, je vais attendre que ça se mette juste ici. Donc si on a une carte qui a ce symbole-ci, on ne voit pas très bien, mais on a un symbole de porte avec un D juste à côté. Et un symbole, le petit symbole de cloche que je viens de montrer qui représente le bruit. Ça, si on a ce symbole-là sur une carte, ça veut dire qu'avec cet objet-là, une grande épée ici, on peut ouvrir la porte. Si on a un symbole de dé, ça veut dire qu'on doit lancer le dé pour tenter d'ouvrir la porte. Le nombre de dés qu'on va lancer est indiqué juste ici. Le résultat qu'on doit obtenir sur le dé pour réussir à ouvrir la porte est indiqué juste là. Donc avec cette arme-là, si je lancerais 5 dés, si j'obtiens au moins une fois un 5 ou un plus, je réussis à défoncer cette porte-là. Et évidemment, comme c'est pas très silencieux de défoncer une porte à grands coups d'épée, je vais rajouter un jeton bruit dans la zone. Il y a certains objets qui ont exactement le même symbole. La hache, dans ce cas-ci, ils ont le même symbole. Par contre, ils n'ont pas le symbole du dé. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de hasard avec cet objet-là. Si je tente d'ouvrir la porte, je l'ouvre automatiquement sans avoir à lancer les dés.
Finalement, évidemment, je peux décider de rien faire avec une de mes actions, mais c'est pas très productif. Par contre, il y a certaines situations où on n'a pas tellement le choix. Maintenant, plus en détail, je vais vous montrer un exemple de combat. Donc maintenant, je vais vous montrer différentes situations de combat pour bien comprendre comment ça fonctionne. Là, il peut y avoir beaucoup de petites règles qui viennent jouer. D'abord, pour combattre un adversaire, un zombie, il faut évidemment être équipé pour le faire. Au début du jeu, on a 6 cartes qui ont un dos différent des cartes rouges, qui sont les équipements de départ qu'on va avoir distribués comme on le veut entre les 6 joueurs. Les cartes représentent évidemment des armes, et là, je vous fais la description de la carte plus en détail. On a déjà vu tout à l'heure, pour l'ouverture des portes, qu'il y a des informations qui sont écrites dans le bas de la carte. Premièrement, complètement à gauche, où on voit le 0, on a la portée de l'arme. Dans ce cas-ci, c'est une épée, donc évidemment, l'arme n'a pas de portée. Pour pouvoir combattre, on doit être dans la même case que le zombie qu'on essaie de tuer. Deuxième information qu'on voit, on a le dé, juste ici. Le nombre de dés qu'on va lancer à chaque action qu'on dépense pour attaquer avec cette arme-là. Troisièmement, on a le chiffre qu'il faut obtenir sur un D6 égal ou plus haut, sur un D6 face, pour réussir à toucher. Et finalement, on a la puissance de l'arme. Ça va être important parce qu'il y a différents types de zombies. La grande majorité des zombies qu'on va retrouver ont une résistance de 1, donc avec cette épée-ci, on pourrait les tuer. Mais il y a un type de zombies qui sont un petit peu plus gros, ça ressemble à ça ici, qui ont une résistance de 2. Donc ça me prend absolument une arme de force 2 ou supérieure, il n'y en a pas dans le jeu de base, mais éventuellement il va y en avoir d'autres, de force 2 ou supérieure, pour être capable de tuer ce zombie-là. Il y a également certains zombies, dans la boîte de base, il y en a un seul, vous en aurez un deuxième avec l'extension. Il y a un zombie qui a une résistance de 3. Comme je viens de le dire, il n'y a pas d'armes qui ont une force de 3 dans le jeu de base, donc il faut absolument trouver dans le jeu une combinaison d'objets qu'on peut trouver en fouillant qui permettent de tuer ce zombie-là, de la bile de dragon et du feu, l'équivalent médiéval d'un cocktail Molotov. D'autres objets qu'on peut avoir au combat, comme par exemple cet arc-ci, qu'on va éventuellement voir, ont exactement les mêmes types de caractéristiques, mais ici je peux voir que j'ai une portée de 0 ou de 1. C'est-à-dire que je peux attaquer des zombies qui sont dans ma case ou des zombies qui sont adjacents jusqu'à une case. Je lance un dé à chaque fois que j'attaque, chaque 3 ou plus est un succès, et il y a aussi une force de 1 pour tuer des zombies. Donc tout simplement, en supposant que mon sympathique guerrier ici est équipé avec son épée, en dépensant une action, il pourrait se déplacer dans la case où il y a des zombies. En dépensant une deuxième action avec son épée, où il doit obtenir un 4 ou plus, il va lancer un dé. C'est un échec pour une troisième action. Il pourrait attaquer encore. Cette fois-ci, il a roulé un succès. Il va tuer l'un des zombies. Et sur sa fiche de personnage dans le bas, il va aller marquer un point d'expérience. Chaque zombie dans le jeu va valoir un point d'expérience. Pour le combat en mêlée, c'est pas plus compliqué que ça. On regarde les statistiques de notre carte, on jette le nombre de dés qui est demandé pour chacune des actions. Chaque succès tue un zombie. Si on a une arme qui a une force de 2, on est capable de tuer les gros zombies, sinon on peut tuer juste les petits. Pour le combat à distance, la règle est la même, mis à part que ici, mademoiselle pourrait attaquer avec son arc. Les règles sont les mêmes, c'est juste qu'elle peut attaquer à une case à distance. Il y a par contre une majeure différence. Si jamais on attaque à distance, on doit faire attention si on attaque dans des zones où il y a des alliés. Ça, c'est la première différence. Si jamais mademoiselle attaquait ici avec son arc, on se rappelle que je dois obtenir 3 ou plus sur un D6. C'est un échec. Du premier coup, c'est le fun. Au lieu de toucher le zombie, elle va toucher son allié. Elle va rater son coup et elle va toucher son allié. Si elle avait un succès, aucun problème. Elle détruit le zombie, elle le tue. Par contre, chaque échec va aller frapper un allié. Donc on fait très attention si on a des alliés dans la zone. Deuxième différence pour le combat à distance, c'est s'il y a différents types de zombies à l'intérieur de la zone. Et là, je me permets de les présenter. On a les tout petits zombies ici, qui sont appelés dans les jeux des walkers, des marcheurs. C'est le type de zombie qui est le plus fréquent à l'intérieur du jeu. On a ensuite un deuxième type de zombies qui sont en position de course, qui sont des runners, les coureurs. On a ce qu'ils appellent dans le jeu des fatties, je vous laisse traduire, qui sont les zombies qui sont des zombies massifs. Et on a finalement notre ennemi ultime, qui est le nécromancien. Parfois, on va également, si on est malchanceux, rencontrer l'abomination. Il y en a une seule à l'intérieur du jeu. Le nécromancien aussi, d'ailleurs.
Donc, si je tire avec mon arc à distance dans un paquet d'ennemis qui sont de types différents, j'ai l'obligation de suivre une priorité de touche. Et je reviens à l'arrière de mon livret d'instructions, la priorité est précisée ici. En tout premier lieu, je vais éliminer les walkers avec mes succès. En deuxième lieu, je vais éliminer les fatigues ou frapper l'abomination si elle est présente. En troisième lieu, les runners. Et ensuite, le nécromancien. Donc, on se rappelle que mon arc a une force de 1. Si j'attaque une première fois là-dedans et j'ai un succès, je suis la cible de priorité, donc le walker. Si j'attaque une deuxième fois là-dedans et j'ai un succès, le prochain dans la liste de priorité est le Fatty. Le Fatty ne peut pas être tué avec l'arc, donc tous les autres sont invulnérables à l'arc, ils se protègent derrière le Fatties. Je n'ai pas cette règle de priorité si je suis en mêlée. Si Mister ici s'en vient et attaque avec son épée, il peut choisir, il peut viser. Lui, il n'a pas ce problème-là. C'est une règle qui s'applique spécifiquement au combat à distance. Que le combat soit fait avec une arme ou avec un sort, il n'y a pas de différence, mais à distance, on doit suivre la liste de priorité, ce qui peut causer des problèmes. Si on a une arme à distance qui fait 2 points de dégâts, pas de problème. Le prochain succès va tuer le Fatties, le prochain succès va tuer le Runner, et le dernier succès va tuer le Nécromancien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tous les joueurs ont terminé leur tour de jeu? On va passer à l'étape d'activation des zombies en tant que tel. Cette étape-là a 2 phases. D'abord, les zombies qui sont déjà sur le plateau vont bouger ou attaquer selon la situation. Puis ensuite, il va y avoir des nouveaux zombies qui vont apparaître. Je vous explique ça. Ici, on a placé le plateau, on est un petit peu plus loin dans la même partie. On voit que précédemment, dans le tour de jeu, il y a du bruit qui a été fait ici, peut-être par un personnage qui a tapoché beaucoup pour ouvrir la porte qui est juste là. Ensuite, le personnage s'est déplacé juste ici. Il y a un personnage ici qui s'est déplacé sur la case avec un zombie, mais il n'a pas réussi à tous les tuer. Il y a d'autres zombies qui sont sur le plateau, juste ici. Et le tour s'est terminé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, tous les zombies qui sont sur la même case qu'un des aventuriers vont attaquer. Les zombies, eux, ne lancent pas de dés. Ils touchent automatiquement. Donc, mon sympathique gentleman ici va tout simplement perdre 1 point de vie. Par contre, si il a sur lui une armure, qu'on voit juste ici, chaque aventurier qui a une armure a une chance de résister à chacune des blessures qui lui est infligée. Ici, je vois, c'est écrit armure 3 et plus dans le bas de la carte. Donc, pour chaque blessure qui est infligée à cet aventurier-là, il a le droit de lancer un dé, s'il obtient 3 ou plus sur son dé à 6 faces, il réussit à éviter la blessure. Et il répète ça à chacune des blessures qu'il reçoit dans un même tour. Donc, mon chevalier qui est juste ici, il se fait attaquer une fois, lance un dé, il réussit à obtenir 3 et plus, évite la blessure. Je précise que les armures ne bloquent pas les attaques de cette énorme abomination. Très importante précision. Une fois que les zombies qui sont tous sur des cases, sur les mêmes cases que les aventuriers, ont attaqué, tous les autres zombies s'activent. Les zombies qui voient quelqu'un en ligne droite dans la rue, la ligne de vue n'a pas de limite, c'est juste qu'on peut voir. À l'intérieur des bâtiments, la ligne de vue a une seule case adjacente de ligne de vue. Tous les zombies qui voient se déplacent vers les aventuriers pour essayer éventuellement d'aller manger leur cerveau. Si jamais ils en voient plusieurs à distance égale, équivalente, ils vont aller vers la case où il y a le plus de bruit parmi les différentes cases qu'ils voient. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème, ils ne peuvent aller que par là. Les zombies s'activent et se déplacent d'une case. Je vois ici que j'ai un zombie qui voit personne. Il y a une ouverture ici pour sortir par là, il y a une ouverture pour sortir par là, mais il ne voit personne. Quand un zombie ne voit personne, il va vers la zone où il y a le plus de bruit. Dans ce cas-ci, chaque aventurier compte pour un jeton bruit. J'ai un bruit ici, et j'en ai 3 ici. Donc ce zombie se déplace d'une case là. Quand tous les zombies ont été activés, on vérifie s'il y a des zombies runners. Ici j'en ai un. Les runners, une fois que l'activation est terminée, s'activent une deuxième fois. Et vont continuer en respectant les mêmes règles en se déplaçant ou en attaquant, selon ce qu'ils ont fait à la fin de la première activation. Une fois que tous les zombies ont été activés, on voit qu'ici lui est assez mal pris pour son prochain tour. Une fois que tous les zombies ont été activés, on passe à la phase d'apparition des zombies. Il va y avoir sur le plateau de jeu différents jetons qui ressemblent à ceci, qui sont les plateaux de création de génération de zombies. Le manuel d'instruction nous indique où les placer en début de partie. Pour chacun de ces jetons-là, on va piger une carte dans ce paquet de cartes, le paquet de cartes jaunes que je vous ai présenté tout à l'heure. On prend la première carte, on la revire. Je vais vous expliquer les cartes de base avant de vous expliquer les cartes particulières.
L'anatomie d'une carte va ressembler à ceci. La carte est divisée en 4 zones, bleu, jaune, orange ou rouge. On va aller regarder dans tous les aventuriers, tous les héros, lequel a le plus d'expérience. Si celui qui a le plus d'expérience est toujours à l'intérieur de la ligne bleue d'expérience, on va faire apparaître ce nombre et ce type de zombie. S'il y a un des aventuriers, au moins un qui est rendu au jaune, on va aller voir le jaune, ainsi de suite. S'il y a un des aventuriers qui est rendu dans le rouge, on va aller voir le rouge. Dans ce cas-ci, bleu, un seul walker. Si je regardais par exemple le orange, on aurait un runner. Donc, on fait attention quand on joue. Je fais référence à cette ligne d'expérience-là ici. S'il y a un personnage qui tue tous les zombies à lui tout seul, qui ramasse tous les objectifs à lui tout seul, il se ramasse très haut en expérience alors que les autres sont tous dans le bleu. Ceux qui sont dans le bleu vont avoir beaucoup de difficultés parce qu'il va y avoir beaucoup de zombies sur le plateau, puis il y en a juste un qui va être capable d'y faire face. Donc on va piger une carte comme ça pour chacune des zones. C'est aussi simple que ça, ça nous dit qu'est-ce qui apparaît et où. Il y a 3 types de cartes spéciales qu'on peut piger là-dedans si on est relativement malchanceux. Premier type de carte qu'on va piger, l'activation supplémentaire, une activation de plus. S'il y a un des personnages qui a atteint le niveau jaune, orange ou rouge, on va déclencher l'effet et dans ce cas-ci, tous les runners gagnent une activation supplémentaire. Ça peut être tous les runners, ça peut être tous les walkers, ça peut être tous les fatties, aucun problème. Mais ici, on va avoir des activations de plus. Donc, à partir du moment qu'on est dans le jaune, on reste prudent. Il peut y avoir des activations de plus qui sortent au lieu d'avoir des nouveaux zombies. Deuxième carte spéciale qu'on peut voir dans la phase de génération de zombies, la double génération. Celle-là, au lieu de placer des zombies sur la zone de génération où on est rendu, on n'en place pas, mais dans la prochaine zone de génération, on va piger 2 cartes, ce qui peut compliquer davantage les choses. Si on était déjà à la dernière zone de génération qu'on avait à faire pour le tour, on retourne tout simplement à la première pour laquelle on pige 2 cartes. Et voici la grande particularité du jeu, notre ami sympathique et sanglant, le nécromancien. Si on pige une carte de nécromancien, il y a différentes choses à faire. Premièrement, juste à côté de la zone d'apparition où ce nécromancien-là a été pigé, on va lui rajouter, juste à côté, on va y rajouter une deuxième zone de création sur laquelle il y a son propre dessin à lui. À partir de ce moment-là, notre nécromancien va apparaître sur un plateau, va apparaître juste ici à côté de notre zone, et on va aller compter où est-ce qu'elle est la prochaine zone de génération de zombies la plus proche. Et lui, ce nécromancien-là, quand il va se déplacer, il va tenter de se rendre à une autre zone de génération de zombies. S'il réussit à le faire et il est activé sur une autre zone, disons qu'il arrivait par là, il s'en va faire une autre zone de génération. S'il réussit à le faire, sa zone de génération à lui va devenir permanente. On va la retourner de côté. Si à un moment dans le jeu, évidemment, le nécromancien quitte. Donc, lui essaie de se sauver du plateau. Il n'essaie pas nécessairement d'aller attaquer les aventuriers. Si on est pris avec lui sur la case, il va nous attaquer, évidemment. Mais lui, son objectif est de se sauver. Et il rajoute des zones de génération de zombies. Le tour où il est apparu, même si la zone est encore de l'autre côté, dès le tour où il apparaît, il faut piger une carte pour cette zone-là. Fait qu'il y a de plus en plus de zombies qui apparaissent si le nécromancien arrive. Si on pige une carte nécromancien alors qu'il est déjà sur le plateau, ça lui donne tout simplement une activation supplémentaire, ce qui accélère son départ. Si à un certain moment, il y a 6 zones permanentes de génération de zombies sur le plateau, la partie est automatiquement perdue alors que les aventuriers sont submergés sous des hordes de zombies. Je rappelle que si notre ami nécromancien réussit à se rendre à une autre zone de génération de zombies et qu'il est activé là, il quitte la zone et sa zone à lui de génération devient permanente. Le dernier monstre que je précise est l'abomination. Lui, il est très très difficile à tuer, mais sinon, il correspond aux mêmes règles que les autres zombies. Donc, il inflige une blessure s'il est activé sur la zone d'un zombie, mais il ne peut pas être tué par des armes ordinaires. On doit, pour s'en débarrasser, jeter une bile de dragon quelque part sur le plateau, et ensuite jeter une torche pour brûler le zombie, et ensuite s'en débarrasser. Lui, c'est le seul zombie qui vaut 5 points d'expérience si on le tue, soit dit en passant. Donc voilà pour l'activation des zombies. Quand on a activé les zombies et qu'on en a fait apparaître des nouveaux, on joue un nouveau tour de jeu. Il y en a de plus en plus, évidemment, sur le plateau qui vont arriver au fur et à mesure que la partie avance. Il y a énormément de différentes cartes équipements qu'on peut avoir en cours de partie avec toutes sortes de pouvoirs.
Et peut-être une dernière chose à préciser, on a dans le jeu de base 2 cartes qui sont spéciales, qui ont un dos bleu, qui sont des cartes extrêmement puissantes, un sort et une arbalète, qu'on peut trouver dans les voûtes dont j'ai parlé au tout début, ces espèces de tuiles qui sont à l'extérieur du plateau. Avec les extensions, il va y avoir plus que 2 cartes éventuellement, mais pour l'instant, il y en a 2 dans le jeu de base, ce qui est tout à fait suffisant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous a aidé à comprendre un petit peu comment fonctionne Zombicide. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bon, Zombicide est un jeu extrêmement populaire, c'est pas pour rien, c'est un très bon jeu. On parle d'une qualité de figurine, une qualité de plateau, les tuiles sont épaisses, tout est solide, tout est beau, tout est magnifique, c'est vraiment un jeu qui a une qualité extraordinaire. Ceux qui connaissent les jeux de la compagnie Cool Mini or Not le savent, les figurines c'est souvent la force de ce jeu-là, puis dans ce cas-ci c'est la même chose que dans tous les autres jeux de Cool Mini or Not, les figurines sont extraordinaires. Si en plus vous allez chercher l'extension Wolfsburg, il y a des loups-garous qui sont ajoutés, il y a une abomination loup-garou, une nouvelle figurine, il y a de nouveaux héros, des nouvelles cartes. Tout est vraiment de très bonne qualité. Ce petit plateau-là, mon chevalier est tombé, ce petit plateau-là est vraiment un bijou de trouvailles. Ceux qui connaissent l'ancienne version de Zombicide savent qu'on avait une espèce de grande carte cartonnée, qui est beaucoup plus grosse que ça, qui fonctionnait, qui était utilitaire, mais ici, il n'y a rien qui tombe, tout est organisé, tout est bien rangé pour les amateurs de jeux de figurines, de miniatures, la façon de garder son expérience, ses cartes, son équipement, c'est vraiment très bien fait. Ces petits jetons-là, les bases qui permettent de différencier les personnages avec la base jaune ou la base rouge, comme ça ici, c'est très bien fait, la qualité vraiment de haut niveau. Les mécaniques de jeu aussi, c'est simple, ça s'apprend rapidement, on peut le montrer à peu près à n'importe qui. On a fait jouer là, moi et le professeur Board Game, on a fait jouer des gens qui ne jouent pas du tout à des jeux de société à ce jeu-là, et la plupart, même tous, si je ne me trompe pas, ont beaucoup aimé ce jeu-là. Vraiment un jeu très populaire, facile d'accès. On peut jouer avec même des ados, peut-être la thématique, on peut pas aller trop jeune, mais les adolescents vont aimer ça aussi, ça s'apprend facilement, c'est rapide. Fait que vraiment un jeu que je recommande fortement, un 9 sur 10 facilement. Il y a peut-être 2 petits défauts que je vais lui trouver. Premièrement, l'utilisation de la magie à l'intérieur du jeu est très générique. Les sorts vont se séparer en 2 catégories. Il y a des sorts d'attaque et des sorts plus utilitaires. Tout ce qui est sort utilitaire, ça fonctionne bien, c'est intéressant, c'est des nouvelles mécaniques qui sont le fun. Mais tout ce qui est sort d'attaque, ça revient à des équivalences aux armes d'attaque, les arcs, les arbalètes, ce genre de trucs-là. Donc, ils ne se sont pas tellement forcés pour aller donner une saveur particulière aux sorts d'attaque. Et aussi, on l'a vu un petit peu dans la vidéo tantôt, toutes les armes, tous les boucliers, toutes les armures ont des dessins différents. Mais pour les sorts, pour une raison que je ne m'explique pas, ils ont décidé de dessiner une espèce de parchemin sur chacune des cartes. Et toutes les cartes sortilèges, mis à part leurs caractéristiques, sont toutes pareilles, ce que je trouve peut-être un peu dommage. L'autre défaut que je vais lui porter, sur la boîte, si vous voyez ça en magasin, vous allez voir derrière, c'est écrit sympathiquement 1 heure, le temps de jeu, ce qui est archi faux. Les scénarios, chaque scénario que vous choisissez, ça va être indiqué dans le scénario combien de temps il est censé durer. Ajoutez à peu près 1 heure par scénario pour avoir quelque chose de réaliste. Donc si on vous dit 1 heure, vous ne vous en sortez pas en moins de 1h30, 2 heures. Si on vous dit 2 heures, ça va être une partie plus de 3 heures. C'est peut-être son seul défaut, qui est un peu long pour le type de jeu que c'est, mais c'est tellement le fun, c'est tellement engageant que j'ai pas vu personne s'en plaindre encore. C'est juste qu'il faut en être conscient, on n'installe pas ça à 10 heures le soir. En fin de soirée, là, même si c'est écrit juste 1 heure sur la boîte, ça va durer plus longtemps que ça, surtout si on a des nouveaux joueurs autour de la table. À part ça, beaucoup de variétés, tous les personnages ont des pouvoirs différents, des capacités différentes qu'on débloque au fur et à mesure qu'on avance. Vraiment, très bon jeu, bravo Cool Mini or Not. Il y a une 2e saison qui va s'en venir sur Kickstarter d'ici Noël, supposément, fait qu'on va surveiller ça, ça devrait marcher encore très fort. Par exemple, si vous ne connaissez pas ça, allez chercher ça, vous allez adorer, sûr et certain. Sur ce, bonne fin de journée. Si vous avez commentaires ou suggestions, laissez ça dans le bas comme à l'habitude. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ça et au plaisir de vous revoir sur Kickstarter 101.